Nous avions vu que le but de Phèdre est de comprendre pourquoi et comment l'âme, qui savait tout à l'origine, autrement dit, qui avait un savoir d'avant sa propre naissance, un savoir qu'on serait tenté dans un langage moderne de dire inné, n'est-ce pas? Et on aurait tort, parce que le mot inné n'a aucun sens en grec. L'inné, c'est le contraire de l'acquis. La question de l'inné et de l'acquis n'apparaît qu'avec Darwin et avec Lamarck, c'est-à-dire au début du XIXe siècle. Ça n'a pas de sens de poser inné et acquis chez les Grecs, bien entendu. Ni même d'ailleurs à l'époque de Socrate, ça n'a encore pas de sens. De Descartes, je veux dire. Et lorsque Chomsky parle de Descartes comme un penseur du savoir inné, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Pauvre qu'il n'a pas compris ce que c'est que la philosophie. Ce savoir n'est pas inné, Kant dira qu'il est transcendantal, c'est-à-dire qu'il n'est pas produit par l'expérience. Donc le but de Phèdre, c'est de comprendre pourquoi l'âme qui savait tout à l'origine, c'est ce que dit Ménon, ensuite oublie tout. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle oublie? Qu'est-ce qui fait qu'elle a oublié? Parce que Ménon disait elle a tout oublié, mais il ne disait pas pourquoi. Le dialogue Ménon, dans le dialogue Ménon, Socrate disait l'âme a tout oublié, mais il ne disait pas pourquoi elle a tout oublié. Et donc le but de Phèdre, c'est de comprendre pourquoi elle a tout oublié. Qu'est-ce qui fait que tout à coup elle a tout oublié? Et qu'est-ce qui fait que du coup nous devons dialoguer ensemble pour nous ressouvenir, et pourquoi aussi l'amour nous donne accès à cette souvenance, à cette revenance, à cette réminiscence du juste, du beau et du vrai. C'est ça l'enjeu. Comme je l'ai déjà dit, il se produit cependant dans Phèdre un renversement. C'est-à-dire qu'au moment où il veut expliquer tout cela, qui étaient les questions du Ménon et du banquet, eh bien il les renverse. Parce que ce qui constituait dans Ménon un rapport du sous-sol, de l'Hadès, là où sont les rétentions secondaires collectives, les rétentions tertiaires collectives, vers la surface, c'est-à-dire que dans Ménon, de sous terre, on allait vers la surface, et ça venait d'en dessous, le savoir venait d'en dessous, il venait de sous la terre, comme là. Eh bien, dans Phèdre, il y a un renversement qui se produit, et maintenant il va venir du ciel, et comme il va venir du ciel, eh bien on va voir que la surface va devenir un souterrain, une caverne. Et ça va être dans la République. C'est-à-dire que le renversement qui s'opère dans Phèdre, qui est que maintenant la vérité vient du ciel, va faire que dans la République, finalement, ceux qui vivent sur terre ne vivent pas sur terre, ils vivent sous terre. On est toujours sous terre. On croit qu'on est sur terre, mais on est sous terre. Et on n'accède pas au ciel, on ne voit pas le ciel. On voit des trucs, on croit qu'on voit quelque chose, mais ce qu'on voit, c'est des illusions. D'accord? Et cependant, c'est là où je voulais en venir, cette apparition du caractère souterrain de notre vie, qu'on ne voit vraiment que dans la République, il est annoncé dans Phèdre. Parce que c'est, voilà, ce jugement rendu, les unes descendent dans les prisons souterraines pour y payer leur peine. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand elles sont tombées, c'est la chute des âmes. Le souterrain devient la peine, devient la condamnation. Cette condamnation qui va conduire à l'image de l'enfer d'un christianisme tardif qui est le christianisme médiéval. Cette inversion, cela dit, qui fait que la vérité venait de sous terre chez les tragiques et que maintenant elle tombe du ciel, eh bien elle va se croiser avec le christianisme, mais même le père Barron va dire, mais non, ça c'est une vision platonicienne en réalité. C'est pas comme ça. C'est vrai que dans la Bible, bien entendu, le ciel et la terre s'opposent, mais c'est pas du tout, c'est l'interprétation platonicienne qui va en donner ce que nous en percevons aujourd'hui. Nous disions que Platon revient à la mystagogie, aux prophétesses, aux prêtres, à Dodone, à Sibylle. Et il affirme contre le sophiste Lysias que le délire qui saisit l'amoureux est d'origine divine. Bon. Mais ce qui change ici par rapport à Ion, comme par rapport au banquet, c'est que le délire divin, ce que le délire a de divin, le divin, autrement dit, désormais vient d'en haut, c'est-à-dire du ciel. C'est-à-dire que le délire vient effectivement de l'Olympe. Alors l'Olympe est effectivement dans le ciel. Mais le délire qui venait nous posséder comme athées dans les textes qu'on a étudiés l'an passé en particulier et encore dans le banquet, c'est quelque chose qui venait de la revenance des esprits revenants. Ça venait du souterrain. Maintenant, ça vient du ciel. On l'avait vu tout à l'heure. Même s'il est encore fait appel à Perséphone, car juste là,
quand pour venger de vieilles offenses les dieux, etc., là, les vieilles offenses, c'est Perséphone. La déesse offensée, c'est Perséphone. Il est toujours question de Perséphone. Mais le souterrain va devenir l'enfer. L'enfer au sens où il va devenir cela, à l'époque, à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. L'enfer de la punition. Ce qui apparaît dans Phèdre de Platon, c'est la transformation de la honte en culpabilité. C'est la transformation de ceux qui avaient honte d'avoir offensé Perséphone et qui étaient les mortels, condamnés de toute façon comme tous les mortels à vivre dans l'Hadès. Jamais ils n'iront dans l'Olympe. Un mortel ne peut pas aller dans l'Olympe. C'est inconcevable. Eh bien, maintenant, Platon dit, non, finalement, la vérité vient d'en haut, du ciel. Et dans la terre en bas, c'est l'enfer des coupables. De ceux qui vont être condamnés, ils n'iront pas au ciel, ils iront là-bas. Certains uniquement de manière transitoire, ça s'appelle le purgatoire, et d'autres à jamais. Ceux qui sont les damnés. Ça, ce renversement, c'est ce qui va conduire à la production de ce que Nietzsche appelle le ressentiment. Et c'est pour ça que Nietzsche accuse Socrate d'être le père du ressentiment chrétien, du ressentiment occidental et philosophique, dont il dit ensuite que le christianisme va en être la généralisation. Moi, je ne vois pas les choses exactement comme cela d'ailleurs. Mais je pense qu'en revanche, Nietzsche a raison de dire que c'est chez Platon que s'engendre quelque chose qui est de l'ordre d'un ressentiment qui n'existait pas chez les Grecs du tragique. Et que va se cultiver la culpabilité, la culpabilisation même des âmes. Pourquoi faire? Pour instaurer un ordre, pour faire respecter une loi qui est la loi divine d'ailleurs, la loi des 10 commandements. Je vous dis cela, je suis très conscient de la gravité de ce que je dis là. C'est grave ce que je dis là. Et je ne le dis absolument pas contre le christianisme ou contre les religions. Simplement, je le dis après Freud. Après Freud, nous savons, nous ne pouvons pas ne pas savoir que la culpabilisation conduit toujours au crime. Que si vous culpabilisez quelqu'un, vous l'enfermez dans le ressentiment et vous le rendez foncièrement bête et méchant. Et que ce qu'il y a de noble, la grandeur, c'est de sortir de la culpabilisation pour aller vers la responsabilité. Les coupables ne sont pas responsables, ils craignent la punition, ça n'a aucun rapport. La question n'est pas de cultiver la culpabilité, c'est de cultiver la responsabilité. C'est pour ça que je suis casse-pied comme ça, Hélène, avec la lecture à la lettre des textes, et sans en perdre l'esprit. Je pense que l'abandon de l'esprit tragique, ça a été l'abandon, c'est ça que veut dire Nietzsche, mais c'est aussi ce que dit Freud, je crois, même s'il ne le dit pas sous cette forme-là, ça a été l'abandon de quelque chose qui n'était pas dominé par la culpabilité. Alors vous allez me dire, mais si, au contraire, Freud dit exactement que tout a été dominé par la culpabilité dans l'Occident. Oui, c'est vrai qu'il dit cela. Mais en même temps, Freud sait très bien que l'Occident, tout n'est pas occidental. Par exemple, Freud sait très bien qu'au Japon, il n'y a pas de culpabilité. Et je le dis parce que j'ai posé la question à des amis japonais, où je vais quelquefois, et notamment à des gens qui font de la psychanalyse au Japon. Il n'y a pas de coupable au Japon. Ça n'existe pas, la culpabilité. Par contre, il y a des fantômes. Et oui, c'est une civilisation, il y a toujours des fantômes. Et on croit aux fantômes au Japon. Quand je dis qu'on croit aux fantômes, on ne croit pas aux draps dans les châteaux hantés. Non, les fantômes, c'est la revenance de ce que décrit par exemple Didier Dumas, un psychanalyste, dans un livre qui s'appelle L'Ange et le fantôme, où il dit, dans une psychanalyse, vous voyez venir des fantômes. Et vous voyez qu'en fait, ces êtres-là sont très vivants, Hélène. Ils ne sont pas immortels, mais ils sont vivants à travers ceux qui leur survivent. Voilà. Ils reviennent à travers eux. Et pas forcément comme une hantise et une damnation, pas au sens d'une damnation, mais comme souvent ce qui apporte la force au contraire aux vivants. Alors, ce qui va se jouer dans Phèdre et qui va se réaliser, ça commence dans Phèdre et ça ne s'accomplit que dans la République. C'est pour ça que nous sommes à une charnière, c'est très compliqué, nous sommes entre ces deux dialogues. J'arrête pas de vous parler de la République sans que nous l'analysions vraiment. C'est un renversement considérable, où tout à coup, des choses qui étaient inséparables, la passion et la raison, par exemple, l'être et le devenir, l'âme et le corps, le synchronique et le diachronique, eh bien, deviennent opposés. La terre et le ciel deviennent opposés. Tout à coup, Platon, qui avait dit, pour
contrait l'aporie de Ménon, c'est-à-dire pour lutter contre le scepticisme et le cynisme, qui avait dit, mais oui, d'accord, je veux bien, c'est une réminiscence, mais on va se référer à Perséphone, qui dit que les âmes reviennent, qu'elles sont immortelles, effectivement, même ce mythe le dit. D'un seul coup, il dogmatise cette position, c'est-à-dire qu'il en fait une théorie et une affirmation positive, c'est-à-dire qu'il en fait quelque chose d'absolument certain, la base même de sa pensée. Et ça l'oblige, parce que c'est absolument contradictoire avec toute la tradition grecque, ça va l'obliger à faire des acrobaties telles qu'il va totalement opposer tout ce qui jusqu'alors était composé. Ça va conduire à l'opposition du sensible et de l'intelligible. D'un côté, Descartes le dira plus tard, il y a les sens qui me trompent, et de l'autre côté, il y a l'esprit qui me permet d'avoir raison. Ça va conduire à l'opposé de l'être et du devenir. Alors, d'un côté, il y a l'être qui est vrai, et il y a le devenir qui n'est qu'une illusion. Ça va conduire aussi, on le verra quand on lira l'année prochaine la République, à l'opposé du diachronique et du synchronique. Il y a le diachronique, c'est-à-dire ce qui est la singularité idiomatique, la diversité, etc., qui est trompeuse, illusoire et dangereuse, ce que Platon appellera oi polloi, la multitude. Et puis il y a l'un, l'unique, le vrai, qui est complètement synthétique, qui est synchronique, et qui conduit à quoi? À l'ordre de la cité, absolument rigoureux de la République, qui est un ordre stalinien, pour ne pas dire pire, et qui est un ordre absolument qui dénie à tous ceux qui ne sont pas philosophes la possibilité de dire quelque chose d'intéressant. Parce que c'est à ça que ça conduit la République. Et ça, c'est très, très dangereux et très inquiétant. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à penser avec Platon pour 1000 raisons. Ne serait-ce qu'au point de vue scientifique. L'opposition de l'être et du devenir, au moins depuis le début du XIXe siècle, ne tient plus du tout d'un point de vue scientifique. La théorie thermodynamique, c'est la remise en cause radicale de cette opposition de l'être et du devenir. Donc le devenir n'est pas le contraire de l'être, c'est le mode d'être de l'être, si je puis dire. C'est la façon dont l'être est, et l'être est dans le temps. C'est ça qui était d'ailleurs à l'arrière-plan de l'œuvre majeure de Heidegger qui s'appelle Sein und Zeit, être et temps, où l'être n'est que dans le temps. Autrement dit, le synchronique n'est qu'en se diachronisant. Toutes ces oppositions vont conduire dans la République à finalement postuler que la philosophie doit être constituée par un ensemble, une espèce d'escouade de gardiens. Des gardiens qui vont prescrire de l'extérieur aux citoyens ce qu'ils doivent penser. Et ça, c'est absolument contradictoire avec ce que dit Platon au début, vous savez bien. Platon dit aujourd'hui, au début, il dit « on ne peut penser que par soi-même ». Mais à partir du moment où le philosophe décide qu'il va dire à ceux comment ils doivent penser, ben ça conduit le philosophe, où je suis passé moi, à là, ça nous ramène là. Le berger de l'être, c'est une expression de Heidegger, le berger de l'être. Hein. Et le berger de l'être, oui, il a tendance à mettre... s'il prend les autres pour un troupeau, il se considère soit comme le berger, soit comme le chien du berger. On va voir comment l'âme est constituée d'un attelage, où il y a un cocher et des chevaux qui sont ailés. Voilà les chevaux, et voilà le cocher. Vous avez vu, il a un fouet. Bon, il y a toutes sortes de cochers, et toutes sortes d'attelages d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 2 chevaux. Et je pense que la question, fondamentalement, c'est le 2. Je vous l'ai dit en commençant. 2 ailes pour voler. 2 chevaux pour l'âme ailée. Qu'est-ce que ce 2? Quelle est l'histoire du 2 chez Platon? Chez Platon, ça commence par 2. Il faut être 2 pour dialoguer, et on pense en dialoguant. C'est dans le dialogue qu'on peut penser. Eh bien, on va voir le 2 se transformer petit à petit. Et par rapport à ce passage, qui est un long passage, c'est le début là d'un long passage sur la manière dont se constitue l'économie dynamique de l'âme, si je puis dire. Dynamique, je veux dire comment l'âme se déplace, comment elle est mise en mouvement. Elle est composée donc par 2 chevaux, conduits par un cocher. Ce qui est derrière la question de ces 2 chevaux, c'est la question de la dialectique, qui va conduire finalement cette dialectique, la dialectique du début de Platon qui était la dialectique du dialogue, elle va conduire à une dialectique qui est une dialectique dogmatique dans la République qui a pour but d'éliminer le 2. Il ne faut plus être 2, il faut être plus qu'un. Il faut tout soumettre à l'un qu'incarne ce cocher avec son fouet. Les 2 chevaux du Phèdre
on peut les interpréter de deux manières. Je pense que dans Phèdre, moi je crois que Platon n'a pas encore fait le saut du revirement de la République. C'est pour ça que je tiens absolument à ce que Phèdre date d'avant la République. Si jamais on m'apprend un jour en toute certitude que ça date d'après, je vais être bien embêté. Mais je pense que ça date vraiment d'avant. Je pense que ça ne tient pas debout de dire que ça date d'après. Si on lit vraiment les textes, c'est pas du tout le même style de toute façon. C'est un autre Platon. Un beau Platon, mais un Platon qui me rend triste. On peut interpréter ces deux chevaux de deux manières différentes. Soit on dit, et c'est en général comme ça qu'on l'interprète, c'est même comme ça que j'avais tendance à l'interpréter jusqu'à il y a encore très peu de temps. Reliant cette interprétation à l'élévation vers le ciel pur, à l'ascension du philosophe berger vers le chorismos, qui est une espèce de paradis philosophique, on fait de ces deux chevaux les deux figures opposées du bien et du mal qui habitent l'âme à l'intérieur d'elle-même. Le Dr. Jekyll et le Mr. Hyde sont une seule et même personne qui tentent à se couper en deux, à se schiser. La schise, schizophrénie, c'est ça, c'est la schise. Bon. Il est schizophrène, ce Hyde qui est Jekyll. Il est coupé en deux. Et on va dire, il y a une partie de lui en lui qui est le bien, et une autre partie qui est le mal. Alors on va dire, il faut taper le mal, le refouler, pour faire triompher le bien. On peut l'interpréter comme ça. Et moi-même, pendant longtemps, j'ai cru que dans Phèdre, c'est de ça dont parlait Platon. Et aujourd'hui, j'en suis pas absolument sûr. D'abord, je tiens à vous dire une chose qui est un peu difficile parfois à comprendre. Je ne crois pas que Platon sache toujours de quoi il parle. Je pense que les grands textes, les grands moments, ceux qui les font ne savent pas qu'ils font. Parce qu'ils sont possédés par des dieux, justement. Ils sont possédés par des hantises, des revenances. Ils font ça, ils ne savent pas pourquoi ils le font, mais ils le font. Et ça donne des trucs incroyables. Je pense que Platon, dans Phèdre, délire complètement. Il est en plein délire, lui-même. Il est complètement en train de délirer. Et donc il écrit cette histoire de l'âme ailée, qu'on peut interpréter comme l'âme est habitée par le bien et le mal. Ça, c'est ce que, évidemment, nous qui venons du christianisme et du judaïsme, interprétons forcément ça comme ça. Mais en même temps, si on a bien lu au-delà du principe de plaisir de Freud, alors on peut dire, non. Ce qui se produit, c'est que le char conduit par un cocher avec deux chevaux est habité par deux types de pulsions. Des pulsions qui peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Dans ce texte de 1920, au-delà du principe de plaisir, Freud qui soigne des gens qui sont allés à la guerre, qui ont subi, des Autrichiens, qui ont subi des tirs d'obus absolument incessants, dont la plupart ne sont d'ailleurs pas revenus, mais les survivants sont jamais revenus à la vie d'une certaine manière. Ils sont toujours vivants, mais ce sont des morts vivants. Parce qu'ils vivent dans une espèce d'angoisse terrifiante. Ils n'arrivent plus à revivre. Voilà. Ils n'arrivent plus à être là. Ils sont plus présents. Ils sont pris dans une mélancolie insondable. C'est pas seulement d'avoir vu tous leurs amis mourir, etc., mais c'est qu'ils ont vécu de tels chocs qu'ils ne peuvent plus remonter. Et ce qui est bizarre, dit Freud, c'est que lui qui les soigne, eh bien, c'est qu'ils répètent le choc traumatique. Ils n'arrêtent pas de répéter dans leurs rêves, etc., de redire les scènes, comme s'ils trouvaient un plaisir à cette répétition. Et là, Freud se dit, mais ça contredit toute ma théorie du rêve. J'ai écrit l'interprétation des rêves, et je disais que dans l'interprétation des rêves, le rêve ramenait que du plaisir. Et là, c'est évident que non. C'est pas du tout du plaisir, c'est de l'horreur, au contraire. Qu'est-ce qui fait la répétition de l'horreur? Le besoin de répéter l'horrible. Ou pas forcément l'horrible, mais disons le déplaisir, d'une façon générale. Voilà la question que se pose Freud dans ce passage. Et il dit, il y a des pulsions isolées ou bien des éléments pulsionnels qui se révèlent incompatibles dans leur but avec d'autres pulsions. Et là, il a distingué deux types de pulsions, ce qu'il appelle les pulsions érotiques et les pulsions du moi. Ce qu'il appelle les pulsions du moi, c'est les pulsions de l'autoconservation. Qu'est-ce que c'est qu'une pulsion d'autoconservation? Vous êtes affecté par des pulsions érotiques et d'un seul coup, vous y renoncez. Freud dit, c'est pas forcément parce que vous avez votre surmoi qui dit non, ça c'est pas beau, ça c'est le cheval gentil qui dit non, faut pas faire ça, c'est pas beau. Non, c'est simplement parce que vous voulez conserver votre petit confort, votre petit moi, votre petit train-train ridicule,
Vous dites, ah non, encore une histoire d'amour, je vais me prendre la tête, tout ça. Allez, il vaut mieux rester médiocre et terne, mais surtout qu'on ne vienne pas me casser les pieds. Ne pas être troublé, et donc ne pas être troublant. En fait, au-delà du principe de plaisir, Freud dit plus loin qu'il faut distinguer deux types de pulsions, donc les pulsions du moi et les pulsions sexuelles. Les premières poussent vers la mort. On essaiera de comprendre pourquoi. La mort ne voulant pas dire forcément mourir, ça veut dire la répétition. C'est-à-dire toujours ramener à l'identique, toujours à l'identique. Ne jamais laisser la différence s'exprimer. Et d'autres cherchent à continuer la vie. La vie, c'est la différenciation. Vous savez bien que la vie, depuis Darwin, on sait que c'est l'évolution, c'est-à-dire la négantropie, on l'appelle en science, la différenciation. Et il ajoute, les pulsions du moi trouvent leur origine dans le fait que la matière inanimée a pris vie et elle cherche à rétablir l'état inanimé, donc à revenir à l'état de poussière, à la mort. C'est ce qu'il appellera plus tard la pulsion de mort et la pulsion de destruction. Et il dit, nous sommes tous constitués par cette pulsion. C'est pas que nous aurions parfois des pulsions de mort. Non, en permanence, la pulsion de mort est en train de nous gouverner pour venir équilibrer la pulsion de vie. Parce que la pulsion de vie est dangereuse pour nous. Si on se laissait aller complètement à la pulsion de vie, on se dissoudrait complètement dans l'autre. On ne tiendrait pas le coup. Elle tente par tous les moyens vers ce but. Par contre, les pulsions sexuelles tentent par tous les moyens vers le but, la fusion de deux cellules germinales différentes d'une façon déterminée. Ça, c'est les pulsions sexuelles qui, elles, sont au contraire, recherchent l'autre et cherchent à s'altérer. Eh bien ça, si vous lisez Phèdre attentivement, c'est ce que vous trouvez dans Phèdre. Phèdre décrit ça, d'une certaine manière. Et précisément, lorsqu'à un moment donné, il dit qu'une âme se mire dans une autre pour s'unir à elle, sa moitié, vous savez, c'est exactement les pulsions sexuelles. Donc vous avez deux manières de lire Freud au XXIe siècle, en 2012, année de tous les dangers. Ou bien, vous le lisez à partir de l'héritage judéo-chrétien classique de l'opposition du bien et du mal, ou bien vous le lisez à travers Freud, qui lui aussi hérite de l'héritage judéo-chrétien, mais en passant par Freud, c'est-à-dire en allant plus profondément que l'opposition du bien et du mal, dans la composition des pulsions. Parce que finalement, ce que dit Freud, c'est que les pulsions, il faut toujours leur apprendre à composer, et il dit on lie l'une par l'autre, et on empêche les pulsions de s'exprimer pour produire quelque chose d'autre qui s'appelle du désir, c'est-à-dire ce que Platon appelle de l'amour.